7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et tout de suite, nous allons partir en Ouzbékistan. C'est bien ça, Sophie Mageron ? Oui, bonjour, absolument. Nous partons en Ouzbékistan, sur les routes de la soie, à la suite des grands personnages tels que Gengis Khan, Tamerlan, dans ce pays merveilleux en milieu des steppes d'Asie centrale. C'est une très belle destination qui s'ouvre tout juste au tourisme. Effectivement, après la chute du bloc soviétique, vous avez un président qui avait repris en main les rênes de son pays, Islam Karimov, qui est décédé en 2016 et qui avait verrouillé véritablement l'accès à ce pays d'Asie centrale, ce n'est pas petit, et de sorte qu'il a d'ailleurs protégé son pays, à la fois des influences étrangères, en tout cas américaines, et également des voisins assez turbulents que sont les Afghans. Et donc il a réussi ce jeu d'équilibriste, donc maintenir ce pays qui est absolument formidable et qui donc s'ouvre vraiment tout juste, parce qu'après 2016, il y a eu son successeur qui a souhaité ouvrir son pays au tourisme. Le Covid est arrivé et ça reprend tout juste. Donc c'est absolument formidable parce qu'on est accueillis vraiment de manière très très chaleureuse par les Ouzbeks qui sont des personnes tout à fait charmantes, très accueillantes, très discrètes, vraiment qui parlent toutes les langues parce qu'ils ont appris le russe et le russe leur a finalement donné cette capacité d'apprendre le français sans un accent, l'anglais évidemment, etc. Donc on est accueillis de manière tout à fait remarquable. Alors justement, vous parlez de cette histoire qui a permis à l'Ouzbékistan de rester assez préservé. Ça se voit aussi dans ses paysages, dans ses monuments, j'imagine ? Oui, alors c'est sûr que c'est un pays tout en contraste, avec à la fois dans la partie ouest des grandes steppes, c'est assez rocailleux mais c'est très très beau, avec une zone de désert où on trouve des châteaux absolument extraordinaires, là, à Khiva notamment, qui est la capitale du Khorezm. Et puis ensuite, on s'enfonce vers Toprakkala. On traverse le désert du Kizikum, c'est vraiment remarquable et c'est préservé et en tout cas ça a été entretenu et ça a été restauré. Et lorsque l'on va plus vers l'est, on retrouve des zones plus montagneuses. Évidemment, on s'approche des piémonts, si vous voulez, de la chaîne himalayenne en réalité. Et vous avez des villes absolument extraordinaires. Alors, on peut parler de Bukhara, bien sûr, mais aussi, évidemment, de la fameuse Samarcande, qui est cette ville qui fait rêver absolument tout le monde, j'imagine. En tout cas, moi-même, elle me faisait rêver avant que je m'y rende et que je puisse la découvrir. C'est merveilleux. Ça a été vraiment très bien restauré. Alors, ça a été presque, si vous voulez, reconstruit à certains endroits, mais ça a été fait de manière remarquable. Ce qui est à noter, c'est que c'est un pays qui est attaché à ses traditions, c'est un pays qui est fier de son histoire, c'est un pays qui tient vraiment à entretenir ses monuments et à les montrer sous leur meilleur jour. Vous avez ces dômes, vous savez, avec au-dessus de mosquées, au-dessus de mausolées, avec cette couleur bleu turquoise qui est absolument ravissante. Et donc ils sont fiers et heureux de vous montrer toutes les richesses de leur pays et c'est ça qui est aussi intéressant. À la fois, vous avez des villes somptueuses, vraiment somptueuses, une propreté vraiment remarquable, c'est très verdoyant. À Samarcande, vous avez des grandes allées sur des kilomètres avec des platanes, c'est tout à fait fantastique, c'est très très agréable. Et puis, par ailleurs, c'est très propre et c'est très beau. Donc, on est bien en Ouzbékistan, on est bien accueillis et c'est vrai que ça vaut le coup parce que, encore une fois, vous n'avez pas un tourisme de masse, pas encore. Oui. C'est cet accueil qui est vraiment surprenant. On a peine à imaginer. Ce sont vraiment des gens absolument charmants, très calmes. Encore très traditionnel, c'est-à-dire que dans les campagnes, il n'est pas rare de voir sur les bords de la route un paysan couper un mûrier pour aller nourrir ses vers à soie qui donneront ensuite ces fameux fils pour ensuite tisser des tissus somptueux. Et encore cet artisanat très très ancré en Ouzbékistan. Tout n'est pas du tout made in China, vous voyez. Oui. Ils conservent leur tradition, ces tissus extrêmement chatoyants. C'est
C'est très beau, c'est très beau. Alors, finalement, on comprend bien que ce voyage, au-delà d'être un voyage géographique, c'est un voyage historique. On est propulsé dans le temps et on a l'impression de se retrouver justement dans le berceau de toutes ces civilisations qui ont construit l'Ouzbékistan finalement. Oui, parce qu'on est, si vous voulez, sur les routes de la soie. Hein, sur les routes de la soie qui ont commencé à se développer, à s'organiser dès l'Empire romain. En réalité, c'est très ancien, ça a plus de 2000 ans. Ces échanges entre l'Extrême-Orient et finalement le bassin méditerranéen existent depuis la nuit des temps. Et lorsque l'on va en Ouzbékistan, bien sûr, on retrouve les grandes figures de Gengis Khan, hein, ce conquérant mongol qui a fait trembler l'Europe même, l'Occident. Donc, au XIIIe siècle, on est sur ces traces-là en Ouzbékistan, c'est certain, dans ces steppes, on le voit très bien. Et quand on parle de Gengis Khan, là-bas, à 4000 ou 5000 km de Paris, eh bien, on se rappelle, on se souvient de l'ambassade envoyée par Saint-Louis, roi de Mmh. France, au XIIIe siècle, pour contacter, pour prendre contact avec Gengis Khan et essayer, c'était le but de cette ambassade, eh bien, de faire une alliance avec ce grand conquérant pour finalement chercher à libérer les lieux saints, hein, de Jérusalem, puisque jusque-là, les croisades avaient plus ou moins échoué. Et donc, on a des écrits, on sait cela, de religieux de cette ambassade avec des dominicains, des franciscains qui vont s'enfoncer vers les steppes d'Asie centrale à la recherche, en tout cas, Mmh. à la recherche, si vous voulez, de Gengis Khan. C'est pas le bon terme, recherche, parce que on savait où il était, Ils vont se mais reconnecter tout avec est une partie de l'histoire française qui est allée jusque là-bas finalement. absolument, absolument, et c'est ça qui est tout à fait toujours étonnant. On peut toujours faire des liens, hein. Ouais. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est aujourd'hui, vous voyez, en 2024, qu'on est capable de faire des voyages parce que nous avons des avions et des voitures, etc. Ben, en réalité, on s'aperçoit, à la suite aussi de Marco Polo, bien sûr, que des Occidentaux s'étaient aventurés dans ces contrées lointaines, assez inhospitalières aussi, il faut le dire, puisque en hiver, il fait entre moins 20 et moins 30, et en été, en plein été, où nous n'allons pas, je rassure vos auditeurs, il fait plus 40, plus 50. Ouais. Donc il faut se rendre en Ouzbékistan aux saisons intermédiaires, C'est au ce que vous printemps proposez. et en automne. Alors au printemps, le voyage est complet, mais nous avons en septembre, fin septembre, un voyage accompagné par Frédéric Pons, et c'est la bonne saison également. C'est vraiment formidable parce que il fait, si vous voulez, il fait pas trop chaud. Et comme c'est très sec, un climat très sec, si vous voulez, voilà, aux saisons intermédiaires, il fait 25, on est bien, on souffre absolument pas de la chaleur. C'est tout à fait agréable. Le soir, on peut rester dehors. Il y a cette lumière aussi extraordinaire au coucher du soleil ou au lever du soleil qui illumine toutes ces villes, toutes ces dômes. Mmh. C'est vraiment des impressions très fortes qui restent ancrées suite au voyage. Et alors justement pour ce voyage, j'imagine que vous proposez un programme, assez complet où justement, on a l'occasion de s'immerger dans cette nature particulière, ces montagnes, ces steppes et en même temps découvrir la culture, si riche de l'Ouzbékistan? Oui, oui, c'est ça. Alors, ça dure 12 jours, effectivement. C'est un voyage qui est proposé avec Frédéric Pons, là, au mois de septembre, avec un départ le vendredi 20 septembre, et qui permet, c'est très varié, en fait. Vous avez raison de le souligner. À la fois, on découvre les steppes, les déserts, hein, ça c'est au début du voyage, puis les steppes, et puis les zones montagneuses. Il y a, et puis toutes ces villes, vraiment ces villes extraordinaires qui sont classées à l'UNESCO d'ailleurs, c'est comme Bukhara, Samarcande, ce sont des noms bien sûr qui font rêver, on le disait tout à l'heure, et on repartira donc par Tashkent, hein, c'est-à-dire que on fait une entrée par Urgench à l'ouest et on repart depuis Tashkent qui est la capitale Mmh. à l'est du pays. Voilà, donc on C'est vraiment une découvre aussi. traversée. Oui, c'est une traversée en sens inverse de la route de la soie, c'est-à-dire qu'on part de l'ouest en allant vers l'est, tandis que les marchandises, jusqu'à une époque toute récente, eh bien, arrivaient de l'est pour reprendre la direction de l'Occident. Mais c'est très beau, c'est très riche, et puis on découvre aussi les marchés. Il faut voir un petit peu le marché de Samarcande. Vous avez des fruits secs extraordinaires, comme des abricots fourrés avec des amandes. Mmh. C'est fou, c'est fou. Et c'est délicieux, bien sûr.
Vous avez des raisins secs aussi, si vous voulez, qu'on ne trouve jamais dans nos contrées. C'est beau en plus à voir, voilà. Et puis une cuisine savoureuse à base de riz, hein, c'est déjà l'Asie si vous voulez, qui est là, avec des plats de viande servis avec du riz. C'est très bien fait. On prend le temps d'ailleurs d'aller déjeuner parfois chez l'habitant et c'est tout à fait intéressant, c'est tout à fait chaleureux, ça change si vous voulez un petit peu. On prend également le temps, par exemple, ça c'est le cas à Bukhara, de rencontrer une association franco-ouzbek qui a restauré le plus petit caravansérail d'Asie centrale qui est absolument merveilleux, octogonal. C'est un petit bijou d'architecture qui remonte au XVe siècle. Et la présidente de l'association est russe d'origine. Elle était mariée à un Ouzbek, son mari est décédé. Et elle nous reçoit dans ce petit caravansérail qui est un lieu de la francophonie, si vous voulez, perdu dans la steppe. On passe un moment absolument délicieux où vous avez des habitants de Bukhara qui viennent, qui parlent français, mais comme vous et moi, qui sont amoureux de la culture française, qui connaissent les textes de nos auteurs les plus célèbres ou les moins ou un peu moins. Et on passe un moment absolument remarquable. C'est beau en réalité de voir ces étrangers au fin fond du monde qui ont cette passion de la France et du français. Oui, j'allais le souligner depuis le début là, de cet entretien. Ce qu'on entend beaucoup, c'est qu'effectivement, c'est un peuple très accueillant et on imagine que ça participe justement à se laisser immerger dans l'ambiance et la culture ouzbek. Ah oui, c'est vraiment formidable. Ça compte beaucoup en réalité. Vous voyez, un voyage, en tout cas pour Odeya, ce n'est pas simplement visiter des monuments. C'est pas ça, voyager. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut proposer cela. Chez nous, avec Odeya, donc cette agence de voyage, ce que nous cherchons véritablement à développer, à proposer à nos voyageurs, dans la mesure du possible, et surtout dans ces destinations un petit peu exotiques, si on veut, c'est véritablement d'aller à la rencontre de la population, de proposer des rencontres inédites et de permettre de prendre vraiment le pouls du quotidien de ces populations. Et c'est ce qui change absolument tout, qui donne un autre relief, bien sûr, au voyage. Et d'ailleurs, c'est ce que je crois apprécier les voyageurs qui nous font confiance. Tout à fait. Ils relèvent aussi le succès qu'a leur voyage une fois qu'ils reviennent en France. Généralement, ça attise la curiosité et ça donne envie à leurs amis. Vous confirmez quand vous en parlez, ça motive les gens à partir là-bas? Bien sûr, parce que alors c'est vrai que souvent, parfois, on ne sait pas très bien où est l'Ouzbékistan. On est dans tous ces pays en ce temps d'Asie centrale. C'est peut-être le seul et l'unique qui est aussi intéressant, aussi riche et aussi stable aussi. Ça, c'est quelque chose à souligner. Ouais. C'est d'une stabilité, d'une sécurité à faire pâlir la France. Il faut quand même dire les choses. On se sent absolument en sécurité plus. Ce qu'on a perdu, je crois, chez nous. Et donc, vous avez... et puis, les voyageurs reviennent vraiment... ont des propos élogieux sur le pays, comme ce que je peux vous raconter en tout cas, sur ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait. Et donc, ils sont vraiment épatés. Même déjà des vols d'Uzbek Airways, si vous voulez. Où on a de la place pour les jambes, on a une qualité des plateaux repas qui est absolument surprenante, dont on n'a plus l'habitude, peut-être chez Air France, vous voyez. Et donc, on est emballé et je crois que ça vaut le coup de découvrir ce pays. Vous voyez, il est difficile actuellement d'aller en Iran. On peut actuellement, en revanche, prendre le chemin de l'Ouzbékistan et découvrir toutes ces richesses. Certes liées à l'islam, certes liées à ces grands conquérants, Gengis Khan, Tamerlan, qui a vraiment marqué de son empreinte très très forte sa capitale, Samarcande. Mais vous voyez, en Ouzbékistan et à Samarcande, on trouve des messes catholiques. Vous avez des communautés catholiques absolument partout dans ce pays. Une forte présence russe, des églises aussi orthodoxes. Alors c'est une minorité, bien sûr, mais ils sont là et c'est tout à fait intéressant
bien de les retrouver et de pouvoir, pour ceux qui le souhaitent, assister à la messe le dimanche. C'est ce que nous proposons toujours dans nos voyages. Oui. La C'est l'argument qui manquait, Sophie Mageran. Chers auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Connectez-vous sur le site de l'agence de voyage Odeya et puis réservez dès maintenant votre voyage vers l'Ouzbékistan. Merci beaucoup Sophie Mageran d'avoir été avec nous et puis à la semaine prochaine.